Et merci d'être avec nous sur TV5 Monde. C'est l'heure de votre grand angle, un grand angle consacré bien entendu à la situation au Niger. Et donc, pour évoquer ce coup d'État au Niger qui a eu lieu hier mercredi, mais aussi ses conséquences sur la zone du Sahel et ses répercussions même au-delà de l'Afrique, Antoine Glaser, journaliste, écrivain et spécialiste de l'Afrique, et en plateau avec nous Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde. Bonsoir à tous les deux, messieurs. Je me tourne tout d'abord vers vous, Antoine Glaser. J'avais une question en préambule. Ce scénario, il était redouté depuis des mois par les alliés du président déchu Mohamed Bazoum. Vous-même, vous n'êtes pas étonné de ce qui se passe sur place ? Si, je suis étonné. Ça ne serait pas honnête de dire que je ne suis pas étonné. Je veux dire, c'est vrai que Mohamed Bazoum a pris l'ensemble de l'appareil sécuritaire de l'ancien président Mahamadou Issoufou. Et en fait, il avait tout fait quand même pour que ça ne se passe pas. Il faisait extrêmement attention à cette armée. Apparemment, peut-être qu'il a voulu changer le chef, le général Tchiali, le chef de la garde présidentielle. C'est peut-être ça qui a précipité un peu sa chute. Mais très honnêtement, jusqu'à présent, il avait vraiment, c'était même impressionnant, tout l'appareil d'État du Niger n'avait pas bougé depuis son arrivée au pouvoir en avril 2021. Donc c'était, alors est-ce qu'il a changé juste, c'est un chef d'état-major, mais c'est vraiment une question d'abord très corporatiste de l'armée vis-à-vis des politiques. Antoine Glaser, je rajoute d'ailleurs que l'armée a rejoint les putschistes. Quand vous voyez ce qui se passe actuellement, est-ce que vous regardez la situation du pays avec inquiétude, Antoine Glaser ? Avec inquiétude, le problème du Niger, c'est le problème d'abord des Nigériens. Mais c'est certain que c'est un pays qui est déstabilisé. Alors ensuite, ça dépendra vraiment. Est-ce que ça restera au niveau finalement de revendications, encore une fois, corporatistes, de gens qui veulent, de chefs d'état-major ou de chefs des armées qui veulent rester au pouvoir, ou est-ce que ça va tourner si vraiment, selon les informations, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PSDS, a été brûlé? À ce moment-là, ça peut vraiment tourner à un conflit politique majeur, comme on l'a pu le voir au Burkina Faso, au Mali. Mais pour l'instant, pour moi, le problème actuellement du Niger, c'était le problème de l'armée et du président Bazoum. Ousmane Diaye, est-ce qu'on en sait davantage sur les hommes qui ont renversé Mohamed Bazoum? Est-ce que l'on sait également les grandes lignes qu'il souhaite désormais mettre en place dans le pays? C'est l'une des particularités de ce putsch. Il n'y a pas de revendication. On ne connaît pas une revendication officielle. On suppute, on parle du fait qu'il avait des velléités de changer le patron de la garde présidentielle. Bon, il a limogé il y a quelques mois, il y a 2 mois je crois, le chef d'état-major de l'armée. On ne sait pas encore. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très fondamental. C'est-à-dire, le putsch surgit quelque part de nulle part. Par exemple, vous prenez le putsch au Mali, le putsch au Burkina, le putsch en Guinée, c'était adossé à une forte contestation sociale. Au Mali, il y avait le mouvement du M25, il y avait les imams, il y avait les syndicats. En Guinée, il y avait un mouvement, un front de contestation. Au Burkina, il y avait un front de contestation. Ici, il faut remarquer, à l'annonce du putsch, contrairement à ce qui s'est passé et qu'on avait l'habitude de voir, il n'y a pas eu des manifestations spontanées de joie des gens qui sortent parce que, évidemment, l'élection présidentielle s'était plus ou moins bien passée, il y avait une base de légitimité. C'est-à-dire, ça, c'est une spécificité forte. Après, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau de l'armée nigérienne, c'est une armée bien avant Bazoum même, qui est en difficulté parce qu'il subit des revers, qui est en difficulté parce qu'il y a une vraie crise de la gouvernance et que ces problèmes-là n'étaient pas réglés. Ces problèmes-là ont été toujours repoussés. Vous remarquez que quand Bazoum est arrivé, le dispositif est resté à peu près le même. On a commencé à changer, le changement le plus récent, c'est le patron de l'armée qui a été changé. D'ailleurs, à la suite d'une visite au Mali, il y avait une sorte de polémique. Est-ce que l'état-major allait s'aligner sur la position malienne ou pas? Alors, il faut dire une chose aussi, et je pense qu'on l'a très peu dit ici. Le président Bazoum est dans son palais. Encore actuellement? Actuellement, et entouré par la garde. Mais il y a quelque chose qui est étonnant. Le président Issoufou, à qui il a succédé, est toujours resté au palais. Il est à 300 mètres, 500 mètres du palais. Il vit dans une annexe du palais. Donc, ce qui est étonnant, c'est que
le président légitime, le président Bazoum est détenu, mais on ne sait pas où se trouve Issoufou, quelle est sa position. On parle de médiation. Il faut aussi signaler que le président Issoufou est très ferme sur la question. À chaque fois qu'il y a eu une tentative de coup d'État, même quand il a quitté le pouvoir, il était très prompt à le dénoncer. Là, son silence est assez intriguant. Il n'a pas encore dénoncé le coup d'État, il n'a pas encore pris la parole. Antoine Glaser, autre question qui soulève bien entendu cette actualité. Ce coup de force contre Mohamed Bazoum déstabilise encore un peu plus le Sahel. On le rappelle, le Niger était le dernier pays de la bande sahélienne où les militaires n'avaient pas pris le pouvoir encore. Oui, je veux dire, c'est extrêmement en particulier pour les pays occidentaux. C'est vrai que le Niger est un pays tellement géostratégique. On parle toujours, bien sûr, des 1500 soldats ou 2000 soldats environ de Barkhane qui sont passés du Mali au Niger. On parle peu de la présence militaire américaine extrêmement importante sur 3 bases, en particulier à Dirkou, dans le nord-est du Niger, qui permet, compte tenu de la position géostratégique du Niger, de surveiller ce qui se passe en Libye. Il y a des Italiens, il y a des Allemands. C'est vraiment le bastion occidental géostratégique pour l'ensemble du Sahel. Ensuite, vous avez l'armée française qui est encore au Tchad, mais le Tchad, c'est l'Afrique centrale déjà. Le problème du Tchad, c'est le problème du Soudan, de la Centrafrique. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et il y avait en ce moment, enfin alors, je ne sais pas si l'armée nigérienne en a vraiment bénéficié, ça c'est un autre problème de gestion courante, mais il y a des tombereaux d'armement qui sont arrivés, qui avaient été promis par l'Union européenne, par la France, par les Américains, par tout le monde au Niger. Et donc c'est ça qui est vraiment aussi, c'est sûr que pour les Occidentaux, le Niger, c'est une perte énorme. S'il y a perte, on va bien voir l'attitude des militaires par rapport aux Occidentaux. Mais on imagine mal un pays comme la France qui dénonce les coups d'État accepter à ce que ses troupes restent dans un pays où il y a un coup d'État. Antoine Glaser, justement, j'ajoute aussi que près de 20% de l'uranium importé par la France pour alimenter ses centrales nucléaires provient du Niger. Et géostratégiquement parlant, le coup d'État à Niamey, c'est une vraie mauvaise nouvelle pour Paris. Moi, je serais beaucoup plus prudent. Il y a une période, la période de la guerre froide, où le pays qui était vraiment extrêmement important pour la France, pour l'uranium, c'était vraiment le Niger. Et aussi, il y avait une pile atomique au Gabon, de la compagnie des mines d'uranium de Franceville. Ça aurait été très important, à tel point que, du temps de François Mitterrand, il avait amené le président nigérien Sékou Touré visiter les ogives nucléaires sur le plateau d'Albion pour lui montrer que c'est là qu'il y avait l'uranium nigérien. À cette période-là, c'était stratégique. Maintenant, Areva Orano maintenant est au Kazakhstan et autres. L'uranium, le prix de l'uranium ne sont plus les mêmes. On n'est plus dans la période de guerre froide comme auparavant, enfin en tout cas moins. Et donc je pense que l'uranium d'Imouraren compte beaucoup moins qu'à une certaine autre période historique. Ousmane Diaye, on a vu des images tout à l'heure avec un sentiment anti-français qui commence à monter dans la capitale par quelques manifestants. Et on a vu des drapeaux parfois pro-russes également dans ces manifestations. Est-ce que c'est des choses à prendre en compte également? Moi, je pense que c'est des choses à relativiser d'abord. À relativiser. Parce que c'est pas parce qu'on voit une dizaine ou une cinquantaine de personnes brandir le drapeau russe et avoir des slogans anti-français qu'il y a un sentiment anti-français. Ce qu'il y a, et je le dis toujours, il y a une contestation de la politique du Niger. Il faut toujours se rappeler que le président Mohamed Bazoum a décidé, dans une relative isolement, de rester l'allié de la France. Le redéploiement du Mali a été très important. Et c'est l'un des rares pays d'ailleurs où, avant que la France ne se redéploie militairement, il y a eu un vote au Parlement. Il a voulu créer un débat là-dessus, notamment après les événements de Terra. Donc, je pense que c'est de bonne guerre. Les deux camps essayent. Et puis les manifestations qu'on voit, les manifestations pro-russes, on voit clairement qu'elles sont suscitées. Il n'y a pas des dizaines de milliers de gens qui sortent dans la rue. D'ailleurs, une partie de la population est plutôt du côté de l'ancien pouvoir. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. C'est trop tôt pour l'instant. C'est trop tôt pour le dire. Ce qu'on peut constater, c'est que, par exemple, vous prenez, pour avoir des choses précises, quand il y a eu au Burkina le coup d'État, les gens sont sortis spontanément. La plus grande place de Ouaga était constamment investie pendant 48 heures. Là, on n'a pas ce type de phénomène. Il y a des groupuscules, d'un côté pro-junte,
qui sont très violents d'ailleurs, parce qu'ils se sont attaqués au siège du parti au pouvoir, et qu'ils ont essayé de saccager. Et puis hier, il y avait eu un appel à manifestation qui était suivi et qu'il y a eu des tirs de sommation du camp de Bazoum. Donc je pense que la question de l'adhésion populaire n'est pas tranchée et que l'immense majorité de la population est dans l'observation et dans la méfiance. Par contre, ce qu'il y a, c'est que chaque camp essaye bien sûr de faire croire à l'opinion qu'il a une adhésion populaire alors qu'aujourd'hui on n'en sait rien. C'est beaucoup de communication effectivement derrière tout ça, Ousmane Diaye. Antoine Glaser, un mot de conclusion. Qu'est-ce qu'il va falloir observer ces prochains jours sur place? Où est-ce que ça va se jouer désormais? Contrairement à ce qu'on s'imagine, ça va moins se jouer avec les puissances occidentales. Je pense que ça va se jouer peut-être au sein de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. C'est quand même depuis qu'il y a le président nigérian Bola Tinubu qui est arrivé au pouvoir, il est contre les coups d'État dans la région. Il va vraiment, à mon avis, s'investir. Et le Nigeria, c'est pas rien. Le Niger, je crois que le Niger, pendant très longtemps, bénéficiait de l'électricité du Nigeria. La dépendance du Niger par rapport au Nigeria est extrêmement importante. Le président nigérian est maintenant le président de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Il devait envoyer le Béninois Patrice Talon comme émissaire. Donc je pense que ça peut, au niveau régional, ce qu'on n'a pas vu dans les autres pays, ça peut vraiment jouer un rôle. Merci beaucoup Antoine Glaser et merci à vous Ousmane Diaye. Bien entendu, on va suivre ce qui se passe au Niger dans le journal Afrique ce soir sur TV5 Monde. Merci à tous les deux messieurs.